Il était environ 2 heures du matin, et l'endroit était sombre à en crever, à l'exception de quelques lumières faibles dans les couloirs. Je pouvais à peine distinguer des formes dans ma minuscule cellule de 10 par 10. J'étais allongé sur le dos, les mains derrière la tête, perdu dans mes pensées. Au lieu de fermer l'œil comme je l'aurais dû, mon esprit ne cessait de vagabonder vers des choses que j'aurais préféré oublier. Soudain, j'entendis des pas. Je me mis à compter. 7, 8, 9, 10. Puis je le vis. Le visage du gars était de pierre, sans émotion, tout comme tout le monde dans cet enfer. Il faisait simplement son travail, faisait sa ronde, sans chercher à se faire des amis. Je n'étais pas sûr qu'il m'ait même remarqué, mais cela n'avait pas d'importance. Lui était dehors, et moi j'étais coincé ici. Quand il passa devant, j'arrêtai de compter. À quoi bon? Il ne reviendrait pas avant 1 heure et demie. Je fixais le plafond, planifiant ce que je ferais une fois sorti. Dans 5 jours, je quitterais définitivement cet endroit. J'avais purgé environ 7 mois de ma peine d'1 an. Mon travail m'attendait à l'extérieur, mais tout le reste serait différent. Mon frère aîné avait pris soin de ma voiture, de ma maison et de ce qu'il restait de mes économies. Étais-je toujours en colère? En colère était un euphémisme, mais j'avais enfoui ces sentiments profondément jusqu'à ma sortie. Je compris pourquoi. Les gars qui font de 10 à 20 ans ressortent comme des coquilles vides. Cet endroit vous dépouille de votre humanité dès que vous franchissez la porte. Tout est une question de survie, et honnêtement, cet endroit est un complexe 5 étoiles comparé à la prison hardcore du Nord. Je refermais les yeux en espérant attraper quelques heures de sommeil. Mon ancienne chambre avec les stores occultants me manquait, mais je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Je viendrai te chercher mardi prochain, m'avait dit mon frère Gary au téléphone dans le centre des visiteurs. Lors de notre dernière visite, nous nous étions regardés à travers le mur en plexiglas, espérant que ce serait la dernière fois. Tu veux manger quelque chose en particulier pour ta première nuit dehors? M'avait demandé Gary. Un steak, avais-je répondu. Un énorme steak juteux. À point. Gary avait souri. Mike, tu es trop prévisible. Je pensais que tu demanderais quelque chose de plus difficile à faire passer devant Kate. Tu logeras chez nous jusqu'à ce que tu te sois installé, avait-il continué. Ta maison est presque vide, pas de nourriture, à peine de meubles. Cela te laisse le temps de remettre de l'ordre dans ta vie. Ce n'est pas le Ritz, mais c'est propre, et tu peux aller et venir comme bon te semble. Il avait souri. Pas moi. Merci, avais-je commencé avant qu'il ne me coupe. Oublie ça, on est une famille. C'est ce que fait la famille. Ne te tracasse pas pour maman et papa. Ils finiront par revenir une fois que les choses se seront calmées. Mais nous savions tous les deux que cela n'arriverait pas de sitôt. Les blessures étaient profondes des deux côtés. Tu as vu mes enfants récemment? Avais-je demandé, essayant de garder ma voix stable. Il y a 2 week-ends chez maman et papa. Sophia est toujours pareille, mais Ethan. Mec, il a cette coupe au bol qui semble être à la mode. Ça a l'air ridicule. Je lui ai dit autant. Gary avait ri. Tu sais ce que le petit voyou a dit? Il a dit que je n'étais pas son père et qu'il n'avait pas à m'écouter. Je te jure, je l'aurais giflé si maman n'avait pas été là. Tu as du pain sur la planche avec celui-là. J'avais serré les poings. Ethan n'aurait pas osé dire quelque chose comme ça si j'avais été là. Même si j'étais son père, lui et sa sœur resteraient avec leur mère après ma sortie. J'avais le temps. Beaucoup de temps. Une fois sorti de cet enfer, j'attendrais le bon moment. Pas de précipitation. Même si le divorce était finalisé, je possédais toujours la moitié de la maison. Jennifer me devait environ 65 000 $ pour me racheter. Elle avait probablement vidé notre coffre-fort bancaire, prenant tous nos obligations et nos certificats de dépôt. Heureusement, j'avais remis à mon avocat une liste de tout pour éviter tout litige à ma libération. Jennifer et mon ex-ami Alex m'avaient vraiment poignardé dans le dos. Mais c'était du passé. J'avais été pris au dépourvu la première fois, et cela ne se reproduirait pas. J'attendais, me souvenant, et espérant des jours meilleurs une fois sorti de ce trou à rats.
Seulement alors pourrais-je reconstruire ma vie et repartir à zéro. J'espérais pouvoir tenir bon jusque-là. Avant la prison, la vie était belle car je n'avais rien vu venir. Des semaines auparavant, certains prétendus amis avaient laissé entendre qu'ils savaient quelque chose mais n'avaient rien dit. À quoi pensaient-ils? Imaginaient-ils que je savais et que j'étais d'accord? Tout le monde devait le savoir. Je n'aurais jamais toléré cela, mais les gens ne voulaient pas s'impliquer. Nous avions eu un excellent mariage, du moins je le croyais. 12 ans, 2 enfants, une belle maison et de bons emplois. Bien sûr, nous avions eu de petits désaccords, mais j'aimais ma femme et je n'aurais jamais imaginé ce dont elle était capable. Nous n'avions pas beaucoup d'amis, juste quelques couples du quartier. La plupart étaient mariés depuis plus de 7 ans et avaient à peu près notre âge. Nous avions tous au moins 2 enfants, sauf Alex et sa femme Rachel. Ils essayaient d'avoir un enfant depuis toujours sans succès. Rachel devait probablement savoir pourquoi, mais j'essayais de rester en dehors des affaires personnelles de tout le monde. Rachel avait commencé à boire beaucoup il y a environ 1 an. Au début, elle était juste mélancolique, mais ensuite cela a mal tourné. Alex buvait peu, prenant toujours soin d'elle. « Alex, ma chérie, apporte-moi un autre verre », commençait-elle. À la fin de la soirée, elle exigeait des boissons et Alex devait la ramener chez elle. C'était triste, mais son problème, pas le mien. Rachel était un désastre ce soir-là, avais-je dit à Jennifer un soir, en nous préparant pour aller au lit. Je pense qu'elle a perdu connaissance plus d'une fois. Greg et Judy ont probablement quitté tôt parce qu'elle a commencé à se déshabiller et à demander à Greg de l'aider. Personne ne l'a laissé s'approcher de la piscine. Je me sentais désolé pour Alex, avait répondu Jennifer. Rachel est dévastée de ne pas avoir d'enfant, mais s'en prendre à Alex n'est pas la solution. Je lui ai dit qu'elle pouvait adopter, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle accusait Alex de leurs problèmes. Ils arrangeront les choses ou divorceront, avais-je dit. Nous sommes censés sortir dîner la semaine prochaine. J'espère qu'elle se comportera, mais je n'y compte pas trop. Je lui parlerai cette semaine. Peut-être qu'elle se calmera pour une soirée, avait dit Jennifer, essayant d'être optimiste. Rachel ne s'était pas calmée. Garçon, comment une fille est censée se faire servir un verre ici? Avait-elle crié, en bafouillant. Elle s'en était de nouveau prise à Alex, et il était sur le point de craquer quand j'avais intervenu. Allez, Rachel, tu m'as promis une danse, avais-je dit, en l'entraînant sur la piste de danse. Elle avait essayé de refuser, mais j'avais insisté. J'avais dansé avec elle pendant 3 chansons pendant que Jennifer parlait à Alex, qui avait l'air misérable. Quand nous nous sommes approchés du hall, Rachel s'était excusée pour aller aux toilettes. Après 5 minutes, j'avais hésité sur quoi faire. J'avais demandé à 2 femmes qui entraient de vérifier Rachel. Ce n'était pas bon. Porte-t-elle une robe jaune vif? Avait demandé l'une des femmes, en regardant par la porte des toilettes. Quand j'avais acquiescé, elle avait secoué la tête. Elle est évanouie dans une cabine. Si tu veux, je veillerai pendant que tu t'en occupes. J'étais entré, l'avais soutenue près du lavabo et lui avais éclaboussé le visage d'eau froide. Cela avait aidé un moment, mais ensuite elle s'était effondrée à nouveau. Je l'avais presque portée jusqu'à notre table. Alex, laisse-moi t'aider à emmener Rachel à ta voiture. Elle est complètement inconsciente et ne se réveillera pas de sitôt. J'étais là, tenant une Rachel très ivre. Alex avait l'air gêné et en colère. Mike, je m'en occupe. Assieds-toi. Ce n'est pas la première fois, mais ce sera la dernière. Malgré ses objections, je l'avais emmené dehors pendant qu'il attrapait son sac à main et disait au revoir. J'avais installé Rachel sur la banquette arrière et tapoté le dos d'Alex. Désolé, mec. Que pouvais-je dire d'autre? Merci pour ton aide. Je suis à bout et je ne sais pas quoi faire. Vous deux avez besoin de conseils. Vous ne pouvez pas résoudre cela seul. Si vous avez besoin de soutien, appelez Jennifer et moi. Nous aiderons comme nous le pouvons. D'accord, avait-il répondu, bien que je savais que c'était de la poudre aux yeux. Leur problème semblait trop profond pour être résolu. Je leur avais donné quelques mois, tout au plus.
Je n'étais pas loin, mais personne n'attendait le dénouement final. 3 semaines plus tard, juste après 22h30 un jeudi, nous avons entendu des sirènes et vu des lumières clignotantes au bout de notre pâté de maison. Tout le monde est sorti dans la rue pour voir ce qu'il se passait. Jennifer, reste ici. Je vais jeter un œil, ai-je dit, ma curiosité prenant le dessus. J'ai rejoint la foule et j'ai vu l'équipe de secours incendie ouvrir la portière de la voiture d'Alex. Que se passe-t-il? Alex va bien? Ai-je demandé, le cœur battant. Un voisin s'est tourné vers moi, le visage pâle. Ce n'est pas Alex, c'est Rachel. Ils se disputaient. Elle a attrapé ses clés, est sortie en courant et a dévalé la rue. Elle n'est pas allée loin. Rachel avait embouti une voiture garée à environ 65 km/h. L'ambulance est arrivée, l'a chargée sur un brancard et est partie rapidement avec Alex. Leur porte d'entrée était grande ouverte, les lumières allumées, la maison en désordre. J'ai appelé Jennifer pour la tenir informée, puis j'ai fermé à clé chez Alex, laissant un mot pour dire que j'avais ses clés. « Comment va Rachel ?» a demandé Jennifer quand je suis rentré, les yeux grands ouverts d'inquiétude. J'ai secoué la tête. Pas bien. Elle ne portait pas de ceinture de sécurité et a dévié avant de percuter la voiture. L'airbag s'est déclenché, mais sa tête a heurté violemment la vitre côté conducteur. Elle roulait à environ 55 km/h lorsqu'elle a percuté. Alex est avec elle à l'hôpital. Devrions-nous y aller? A demandé Jennifer, attrapant déjà son manteau. J'ai posé une main sur son bras. Attendons. Il a beaucoup à gérer. Nous irons demain quand les choses se seront calmées. Pour l'instant, essayons de dormir un peu. Nous nous sommes embrassés pour la nuit, mais le sommeil était insaisissable, nos esprits tourmentés par l'inquiétude pour Rachel. À 11h le lendemain matin, mon téléphone a sonné. La voix de Jennifer, paniquée et brisée, est sortie. Mike, Rachel est sous assistance respiratoire. Je quitte le travail. Alex est effondré. Il faut que quelqu'un soit là. Retrouvons-nous à l'hôpital. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Zut, Alex ne pouvait pas avoir de répit. En chemin, j'ai pris le déjeuner pour nous trois et j'ai appelé les parents de Jennifer pour récupérer les enfants après l'école. Je suis entré discrètement dans la salle d'attente où Jennifer et d'autres consolaient Alex. « Comment va-t-elle » ai-je demandé doucement. Jennifer a secoué la tête, sa voix à peine audible. « Pas bien. Le médecin a parlé à Alex et il n'a pas dit grand-chose depuis. » Je me suis assis à côté d'Alex, posant une main sur son épaule. « Et mec, tu tiens le coup ?» C'était une question stupide, mais j'avais besoin d'une phrase d'accroche. La voix d'Alex était creuse quand il a parlé. « Mike, ils disent qu'elle ne va pas s'en sortir. Il y a peu d'activité cérébrale. Je ne sais pas quoi faire. » Il a commencé à pleurer. J'ai fait signe à tout le monde de nous laisser de l'espace. « Est-ce que quelqu'un a prévenu les parents de Rachel ?» ai-je demandé doucement. « Ils sont en route », a répondu Alex, sa voix se brisant. Mike, le personnel de l'hôpital ne cesse de parler d'un testament de vie et d'une carte de donneur. On dirait des vautours qui tournent. Le médecin a demandé si je considérerais débrancher si elle est en état de mort cérébrale. Bordel, c'est ma femme, pas un morceau de viande. Il criait maintenant, le visage rouge de colère et de chagrin. Pourquoi ne peuvent-ils pas la soigner? Ce sont des médecins, ne peuvent-ils pas la soigner? Je n'avais pas de réponse. Les parents de Rachel sont arrivés peu de temps après et sont entrés dans sa chambre avec Alex. Il y avait beaucoup de pleurs et de jurons. Son père semblait accuser Alex de l'état de Rachel. Le médecin est entré et environ 20 minutes plus tard, tout le monde est sorti. Les parents de Rachel sont partis le cœur brisé, sachant qu'ils ne parleraient plus jamais à leur fille. Nous avons quitté l'hôpital vers 8h et récupéré les enfants chez les parents de Jennifer. Je ne pouvais m'empêcher de penser, « Mon Dieu, j'espère ne jamais avoir à faire ce choix. » 48 heures plus tard, avec Alex, les parents de Rachel et le médecin dans la pièce, ils ont débranché la machine qui la maintenait en vie. Elle est décédée paisiblement. Nous avons consolé Alex du mieux que nous avons pu. Malgré son comportement difficile,
Alex l'aimait vraiment. Les funérailles ont tendance à faire ressortir les bons souvenirs, pas les mauvais. Les funérailles étaient bondées et tout le monde pleurait. Alex a eu du mal, finissant par prendre un mois de congé pour rendre visite à sa famille à l'Est. Je lui ai assuré que nous nous occuperions de son chez lui. Je t'aime. Tu le sais, n'est-ce pas? Ai-je dit à Jennifer en nous préparant pour aller au lit. Ces dernières semaines avaient été épuisantes et les choses revenaient à la normale. Si jamais je suis comme Rachel, débranche-moi. Je ne voudrais pas être maintenu en vie par une machine. Le visage de Jennifer s'est assombri. Mike, ne parle pas comme ça. Ça ne pourrait jamais nous arriver. Alex est revenu quelques semaines plus tard, un peu plus fonctionnel. Jennifer l'a aidé à trier les affaires de Rachel. Après 3 mois, il semblait commencer à accepter la situation. Nous nous sommes assurés qu'il était inclus dans les événements sociaux. Les voisins l'ont même présenté à quelques rendez-vous, mais rien n'en est ressorti. La vie continuait, du moins je le croyais. 6 mois plus tard, Alex semblait retrouver son éclat. Le voir sourire et s'amuser à nouveau était un soulagement. Avec du recul, peut-être ai-je manqué certains signes. Jennifer et moi étions toujours proches, mais quelque chose clochait. Nous étions aussi intimes physiquement qu'avant, mais quelque chose avait changé. Après quelques mois, j'ai demandé à Jennifer si quelque chose la préoccupait. Rien de spécial, Mike. Pourquoi tu demandes? A-t-elle répondu, évitant mon regard. Tu sembles un peu distante ces derniers temps. Tout va bien? Elle a souri, mais cela ne se voyait pas dans ses yeux. Tout va bien. Peut-être que tu n'as pas eu assez de moments d'amour. Si tu en veux plus, il suffit de demander. Des moments d'amour? Ai-je pensé. Elle ne l'avait jamais appelé ainsi auparavant. J'ai souri, l'ai embrassé et ai chassé mes pensées. Je n'oublierai jamais le vendredi 20 août. C'était le jour où mon monde s'est effondré. Jennifer m'a appelé au travail pour dire que les enfants seraient chez ses parents pour le week-end et a demandé à quelle heure je rentrerais. Je vais rentrer tôt. Tu as besoin de quelque chose? Non? Dis-moi juste quand tu seras rentré. 1 million de pensées ont traversé mon esprit. Il était 15h30, 1h30 avant de pouvoir partir. J'ai ajusté mon pantalon, pensant au week-end amusant à venir. Je suis rentré chez moi prudemment pour éviter une contravention, mais j'ai quand même mis 28 minutes. J'aurais dû me douter de quelque chose en voyant 2 voitures dans l'allée, dont une était celle d'Alex. Salut, chérie, je suis rentré, ai-je appelé. Alex et Jennifer étaient dans la cuisine, tous les deux tendus. Salut, Alex, qu'est-ce qui se passe? Ai-je dit, la confusion s'installant. La voix de Jennifer tremblait. Mike, je dois te parler. S'il te plaît, assieds-toi. Je vais rester debout, ai-je dit, un nœud se formant dans mon estomac. Mike, je voulais te le dire moi-même avant que tu reçoives les papiers. J'étais perdu. Jennifer, quel papier? Elle a reculé, sa voix à peine audible. Les papiers du divorce. Mon cœur s'est arrêté. Jennifer, de quoi tu parles? Quel papier de divorce? Alex a commencé à parler, mais je l'ai interrompu. Alex, ne te mêle pas de ça. C'est entre moi et ma femme. Puis, j'ai compris comme un coup de massue. Je l'ai regardé, puis lui, puis de nouveau elle. Alex, tu devrais partir, maintenant, ai-je grogné, mes mains se serrant en poing. Alex, reste, a dit Jennifer. Mike, cela le concerne aussi. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Alex, pars maintenant ou tu partiras dans un sac mortuaire. Il s'est dirigé vers la porte. Jennifer, nous devons parler. Maintenant, ai-je dit, ma voix dangereusement basse. Mike, il n'y a rien à dire. Je suis amoureuse d'Alex. Je suis désolée. Le monde bascula sur son axe. Espèce de salope trompeuse. Depuis combien de temps ça dure? Même avant la mort de Rachel? Alex s'arrêta, les yeux brûlants de colère. Mike, tu ne sais rien. Oh, je sais assez. Pendant que je te consolais, tu baisais ma femme. Sortez de ma maison, tous les deux. La voix de Jennifer tremblait lorsqu'elle parla. Mike, c'est aussi ma maison. Plus maintenant,
grognai-je. Sors. Je vais prendre mes affaires et partir, dit-elle, sa voix toute petite. Non, pars maintenant. Tous les deux. Alex tenta d'intervenir. Jennifer, partons. Nous reviendrons chercher tes affaires quand il se sera calmé. Je ris amèrement. Écoute-le, Jennifer. Tu seras morte d'ici là. Ils partirent, leurs yeux fixés sur moi comme si j'étais un animal enragé. Après leur départ, j'ai craqué. 2 bières et beaucoup de destruction plus tard, la maison était une zone de désastre. J'ai jeté tous les affaires de Jennifer sur la pelouse et ai programmé les arroseurs pour qu'ils fonctionnent pendant 4 heures. Ensuite, j'ai verrouillé la maison et ai bu jusqu'à m'évanouir. Le lendemain matin, j'ai vu que Jennifer avait pris ses affaires. J'étais toujours bouillonnant de colère et de désolation. Je n'ai appelé personne pour leur dire ce qui s'était passé, mais je me suis dit que les voisins savaient. J'ai appelé les parents de Jennifer pour parler à mes enfants, mais sa mère ne m'a pas laissé. Mike, Jennifer est passée les chercher hier soir, dit-elle, sa voix froide. Des conneries, Fran. Elle ramassait ses vêtements sur la pelouse. Laisse-moi parler à mes enfants. Elle m'a raccroché au nez. J'ai rappelé, mais elle n'a pas répondu. Furieux, j'ai annulé toutes nos cartes de crédit et retiré tout l'argent possible de la banque. J'ai pris un café, avalé un morceau de pain grillé et planifié ma journée. Changer le code du garage, installer de nouvelles serrures et déplacer tout ce qui est précieux chez mon frère. Juste au moment où j'allais partir, la sonnette a retenti. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu un homme avec une grande enveloppe. Il est resté quelques minutes, puis est parti. J'ai ouvert la porte et récupéré l'enveloppe, les papiers du divorce. J'ai raconté à mon frère Gary et sa femme, Andy, ce qui s'était passé et leur ai demandé de garder le silence. Ensuite, je me suis dirigé vers Home Depot pour acheter de nouvelles serrures. En revenant, j'ai vu la voiture d'Alex dans l'allée et Jennifer en train de la charger. J'aurais dû passer sans m'arrêter, mais j'étais trop furieux pour ça. Au lieu de passer, j'ai accéléré. Avec les pneus qui crissaient, j'ai tourné dans mon allée et j'ai percuté l'arrière de la voiture d'Alex. Alex a sauté dans sa voiture juste au moment où la mienne l'a touché, poussant sa voiture contre la porte de garage fermée. J'ai reculé d'environ 15 pieds et j'ai appuyé à nouveau sur l'accélérateur, faisant passer sa voiture à travers la porte du garage. De la vapeur s'échappait sous mon capot et mon moteur faisait un bruit terrible, mais il a reculé à nouveau. J'ai reculé de 10 pieds, appuyé à fond sur l'accélérateur, mais ma voiture n'a bougé que quelques pieds avant de caler. Le cœur battant, j'ai attrapé la batte en aluminium de mon fils dans le garage et j'ai commencé à frapper, brisant les vitres du côté conducteur et le pare-brise. J'allais ouvrir la porte d'Alex quand j'ai entendu des voix fortes derrière moi. « Lâche la batte et mets tes mains sur ta tête », a ordonné un policier. J'ai obéi, lâchant la batte et m'agenouillant. Ils m'ont menotté et m'ont mis dans la voiture de patrouille. Alex, secoué et effrayé, est sorti de sa voiture. J'ai voulu le menacer, mais je n'ai pas pu. Jennifer pleurait, parlait à la police et me regardait. Je lui ai souri en retour. Emmené en centre-ville, j'ai été fiché et autorisé à passer un appel. J'ai appelé mon frère, Gary. Comme c'était le week-end, j'ai passé 2 nuits en prison avant ma comparution devant le tribunal le lundi. J'ai plaidé non coupable et le juge a fixé ma caution. Gary m'a libéré tard dans l'après-midi. Mike, il parle de tentative de meurtre ou au moins d'agression avec une arme mortelle, a déclaré Gary, le visage sombre. Je sais. D'abord, emmène-moi à la banque. Elle a probablement vidé les comptes, mais je dois vérifier. L'argent avait disparu de nos comptes, mais pas des CD et des obligations. Cependant, une ordonnance du tribunal m'empêchait d'en retirer quoi que ce soit. J'ai appelé Jennifer, elle a répondu à son téléphone. Tu aurais au moins pu me laisser 5 $ sur notre compte. Tu es vraiment radin, ai-je craché. J'avais besoin de cet argent pour moi et les enfants. Alex ne gagne pas assez d'argent? J'ai une mensualité de maison à payer. Peut-être que je devrais juste faire un petit feu dans le salon, tu sais, juste pour me réchauffer. Mike, arrête de dire des choses folles.
Je suis désolé pour tout ça, mais tu compliques les choses. Pourquoi ne peux-tu pas simplement l'accepter et avancer? J'avancerai quand tu renverras mes enfants à la maison. Mike, je ne peux pas, surtout dans ton état d'esprit actuel. Je ne pense pas que tu leur ferais du mal, mais je ne peux pas prendre ce risque. Après tout ça, je te laisserai les voir autant que tu veux. Mais je ne peux pas en dire autant pour toi et Alex. C'est la dernière fois que je te parle. Désormais, tu devras passer par mon avocat. Je suis désolé que ça se soit passé ainsi. Jennifer, tu n'as aucune idée à quel point tu et Alex allaient le regretter, ai-je dit de manière menaçante avant qu'elle ne raccroche. À ma date de comparution devant le tribunal, mon avocat a plaidé la folie temporaire, arguant que mes actions étaient impulsives après la révélation de Jennifer. Jennifer et Alex ont affirmé qu'ils craignaient pour leur vie et ont mentionné une ordonnance restrictive. Monsieur Anderson, dit le juge, regardant par-dessus ses lunettes vers moi. Avez-vous dit à Monsieur Kelly que s'il ne partait pas, il partirait dans un sac mortuaire? J'ai haussé les épaules. Je ne me souviens pas de mes mots exacts, votre honneur. Ça a peut-être été quelque chose comme ça. Mais comment vous vous sentiriez si un ami était avec votre femme dans votre dos? Le juge n'était pas impressionné et mon avocat m'a discrètement réprimandé. Mike, ne dis rien. Tu comprends? Désormais, tu ne te souviens de rien. Est-ce clair? J'essaie de prouver que tu ne savais pas ce que tu faisais et tes commentaires n'aident pas. Il avait raison. Chris, mon patron et principal témoin, m'a soutenu pleinement. Il a témoigné que j'étais un employé modèle et que je ne perdais jamais mon sang-froid. Après son témoignage, l'affaire a été close. Nous attendions la décision du juge, qui arriverait dans quelques jours. De retour au travail, mon patron a proposé de faire disparaître Alex et Jennifer avec l'aide de quelques voyous. J'ai refusé, préférant régler les choses à ma manière. Je me demandais combien ce service aurait pu coûter. 6 mois et 12 000 $ plus tard, je me suis retrouvé baisé à la fois par mon ex-femme et par le système. Le divorce a été prononcé et elle a obtenu 50% de tout. La maison et tous les objets de valeur devaient être vendus. Elle prétendait que ses bijoux avaient disparu et m'accusait de les avoir pris. J'ai répliqué que les miens avaient également disparu, suggérant qu'elle les avait tous pris. « Tu es en prison? Ils sont fous ?» ai-je crié à mon avocat après le verdict du juge. « Mike, ça pourrait être pire. Tu aurais pu le tuer et être accusé d'homicide involontaire. Avec une bonne conduite, tu seras dehors en moins de 8 mois et ton casier judiciaire sera vierge dans 2 ans. Fais ton temps, sors et avance. » Facile pour lui de dire ça. Je n'avais pas hâte de passer 24 heures par jour en prison. J'ai fait appel mais je n'ai rien obtenu. En moins d'1 an, ma vie est passée de super à terrible grâce à Jennifer et Alex. Mike, ton travail t'attendra à ta sortie. Ne fais rien de stupide et veille sur toi, a conseillé Chris. Après une dernière visite avec mes enfants, je me suis rendu. J'ai commencé ma peine dans l'établissement du comté. Mon frère a mis de l'argent sur mon compte de détenu, mais la plupart des articles disponibles étaient de la camelote. Sans téléphone portable ni ordinateur, j'ai écrit mes pensées sur papier et j'ai passé des appels collectifs bi-hebdomadaires à mon frère, ma mère et mes enfants pour rester informés. Lors d'une visite, mon frère a dit « Je vais faire réparer ta voiture avant ta sortie. » J'ai trouvé quelqu'un pour le faire pour toucher l'assurance. Je m'occupe de ta pelouse et j'ai installé les nouveaux verrous. Jennifer a pris le reste de ses affaires et celles des enfants, mais a laissé les meubles après que j'ai insisté pour une ordonnance de la cour pour les enlever. J'étais content que mon frère veille sur moi. Jennifer a permis à mes parents de voir les enfants un dimanche sur 2, mais a parlé mal de moi et de ma famille. Elle m'a appelé le père prisonnier et prévoyait d'établir des règles strictes à ma sortie. Mes parents la toléraient pour maintenir la communication ouverte. Après 7 jours, j'ai confirmé mes droits de visite. Un week-end sur 2, un mois complet en été et les vacances partagées. J'ai informé mon patron que j'aurais besoin d'1 semaine pour me réadapter une fois libéré. J'étais ravi d'échanger ma combinaison orange contre des vêtements de ville. Gary m'attendait dehors. Nous nous sommes dirigés directement vers le bar le plus proche. À la liberté, ai-je dit,
en trinquant nos bouteilles avant de boire la première des 3 bières. Andy nous attend avec un dîner de steak et tous les accompagnements. Tu peux rester avec nous quelques nuits le temps de trier tes affaires à la maison. Elle est toujours en vente, mais il n'y a pas eu d'offre. Jennifer veut baisser le prix, mais a besoin de ton approbation. J'ai souri. Tous les meubles sont encore là, mais j'ai détruit l'ensemble de la chambre principale comme tu me l'avais demandé. Le dîner était fantastique. J'ai mangé plus que je n'avais mangé depuis 8 mois, savourant la liberté de faire ce que je voulais. J'ai trop bu, me rappelant vaguement 5 ou 6 bières et 3 verres de vin. Je me suis réveillé après 10 heures le lendemain matin, la tête me martelant comme un marteau-piqueur. Je me suis dirigé vers la salle de bain vers 11 heures, me sentant comme un mort-vivant. Dans la cuisine, j'ai trouvé une note sur le comptoir. Si tu lis ceci, félicitations d'avoir survécu à la nuit dernière. Le café est prêt, tout le reste est dans le frigo. La salle de bain d'appoint est équipée de savon, rasoir, crème à raser, brosse à dents et dentifrice. Nous prendrons tout ce dont tu as besoin ce soir. Les clés de ta voiture et de la maison sont sur le porte-clés près de la porte arrière. Ne fais pas de bêtises. À ce soir vers 17h30. Mon frère me connaissait trop bien. 2 tasses de café et un muffin anglais rassis étaient tout ce que j'ai pu gérer. Après une douche et un rasage, je me sentais presque humain à nouveau. Gary avait préparé des vêtements propres, et en moins d'1 heure, je me suis dirigé vers ma maison. L'extérieur semblait identique, mais ça avait l'air différent. J'ai passé 10 minutes dans ma voiture réparée, me préparant mentalement à entrer. Les souvenirs m'ont submergé lorsque j'ai tourné la clé dans le nouveau verrou. L'endroit était un champ de bataille, des affaires jetées partout. Des lambeaux de vêtements jonchaient le sol comme des confettis après un défilé. La cuisine était à moitié propre, mais le frigo contenait encore de la nourriture qui datait probablement d'avant mon incarcération. Appuyé contre l'évier, j'observais les dégâts causés par le choc de mon poing avec une poutre du mur. Je frottais mes phalanges, me remémorant cette nuit avec une grimace. À l'étage, les placards des enfants étaient vides, à l'exception de quelques babioles oubliées qui me serraient le cœur. Ma chambre était presque vide, il ne restait que ma commode et mes vêtements. Des taches sombres sur la moquette indiquaient l'emplacement de notre lit et de sa commode, comme les ombres d'une vie qui n'existait plus. La pièce nécessitait une rénovation complète avant que je puisse m'en servir à nouveau. En faire, toute la maison avait besoin d'un nettoyage en profondeur pour être vendable, mais je n'étais pas pressé de m'en débarrasser. J'ai dressé une liste des réparations à effectuer, décidant que je voulais simplement que ce soit fait, pas nécessairement de mes propres mains. Certaines choses valaient mieux être confiées à des professionnels. À la banque, j'ai confirmé qu'elle avait vidé le coffre comme un cambrioleur dans la nuit. J'avais besoin d'une preuve écrite de la part de la banque et on m'a dit qu'ils disposaient d'enregistrements vidéo comme preuve supplémentaire. Mon avocat a confirmé qu'elle avait tout pris et a déposé une requête pour récupérer les biens. Le tribunal a déjà ordonné à Jennifer de restituer tout ce qu'elle a pris dans le coffre, a déclaré mon avocat, visiblement frustré. Elle propose de vous céder sa part de la maison contre vos parts dans les CD et les obligations. Je lui ai dit de restituer tout comme l'a ordonné le tribunal, sinon elle risque l'arrestation pour non-respect. Peu importe si elle est en colère. Mon travail est de protéger vos intérêts. C'est pour cela que l'on engage un requin en costume, pensais-je. De retour chez moi, j'ai fait l'inventaire de ce qu'il me restait. J'ai noté de contacter un entrepreneur local pour réparer les murs et mérimènes pour nettoyer la cuisine et la salle à manger, où j'avais jeté le micro-ondes et la vaisselle dans un accès de colère. Les services publics étaient toujours en marche, donc je pouvais revenir une fois que j'aurais acheté un lit. J'avais juste besoin d'un lit queen size et j'ai trouvé un ensemble correct pour 900 $. Au moins, je ne dormirais pas sur un matelas que mon ex-femme avait partagé avec quelqu'un d'autre. Des petites victoires, n'est-ce pas? Hank, l'entrepreneur, est venu samedi matin pour me donner un devis. Il sifflait en examinant les dégâts. Vos murs sont solides. Ça a dû faire mal quand vous avez frappé cette poutre, dit-il avec un sourire complice.
J'ai juste besoin que les trous soient rebouchés et une nouvelle couche de peinture blanche. Rien de sophistiqué, répondis-je, essayant de rester professionnel. Et si je vous propose 200 $? A-t-il offert? J'ai haussé un sourcil. C'est peu, non? Il haussa les épaules. C'est mon prix, prends-le ou laisse-le. Tu nous as rendu service avec Alex dans la voiture. La plupart des gars du quartier te regardent désormais avec admiration. Randy a même dit à Linda qu'il l'enterrerait vivante si elle faisait ce que Jennifer t'a fait. Tu es un héros du quartier, mec. Je le remerciai, ressentant un mélange de gêne et de fierté, et lui dis qu'il pouvait commencer quand il voulait. En 6 semaines, les obligations et les certificats de dépôt étaient de retour dans le coffre-fort de la banque, et la maison était réparée et nettoyée. La vie commençait à ressembler à quelque chose de proche de la normale. Lorsque mes enfants ont passé leur premier week-end avec moi, c'était gênant au possible. J'ai brisé la glace, pensant que l'honnêteté était la meilleure politique. Les enfants, je sais que c'est bizarre, mais c'est toujours votre maison. Dites ce que vous avez à dire, ma peau est plus épaisse maintenant et je ne pense pas que quelque chose puisse encore me choquer. Ethan prit la parole, sa voix légèrement tremblante. Papa, on t'aime et on est désolé pour ce que maman a fait. Sophia hocha la tête, les yeux brillants de larmes retenues. On ne savait pas pour Alex jusqu'à ce que maman dise qu'on déménageait chez lui. On n'était pas content et on ne l'est toujours pas. Il n'y avait rien que tu aurais pu faire. J'ai avalé difficilement. Même sans Alex, ta mère et moi ne nous remettrions pas ensemble. Ce que nous avions est terminé. Mais je suis toujours ton père et je t'aime. Je serai toujours là pour toi. Nous nous sommes serrés dans les bras et avons passé la soirée avec de la pizza et un film. J'avais envie de dénigrer leur mère, mais j'ai décidé de prendre la haute route. Notre premier week-end fut un succès. Nous avons fini par nous sentir à nouveau comme une famille, bien que d'un genre différent. J'ai emmené Ethan chez le coiffeur, et la vie a continué son cours. J'allais au travail, avais une petite vie sociale et passais du temps avec les enfants. Ethan a commencé le soccer et Sophia s'est mise à la danse, me tenant plus occupé qu'un seul bras à tapisser. Tout le monde, sauf mon frère, me disait de passer à autre chose et de recommencer. Tu es encore jeune, tu peux trouver une autre fille, te marier et commencer une nouvelle vie, disait-il. À eux, je répondais simplement, oubliez ça. J'ai perdu 14 ans avec cette sorcière. Si je veux rester en colère, c'est mon droit. Ils n'avaient pas vécu ce que j'avais traversé au cours des 2 dernières années. Parfois, il faut rendre l'appareil pour que la douleur s'en aille. Et c'est ce que j'allais obtenir, d'une manière ou d'une autre. Jennifer voulait baisser le prix de la maison. J'ai refusé, juste pour être difficile. Elle était furieuse, mais je m'en fichais éperdument. Mike, ça ne se vendra pas à ce prix sur ce marché. On doit le baisser d'au moins 20 000 $, argumentait-elle au téléphone. Si tu veux renoncer à 20 000 $ de ta part, soit. Sinon, le prix reste, ai-je répondu, savourant sa frustration. Nous avons finalement divisé les obligations et les cédés. Elle a dépensé les siens pour une nouvelle voiture et des vacances avec Alex. J'ai placé les miens en épargne, jouant la longue partie. 8 mois et demi après ma libération, la maison d'Alex a pris feu alors qu'ils étaient à un match de soccer. Quelqu'un avait arrosé la boîte électrique et l'arrière de la maison avec de l'essence. La moitié arrière était ruinée et il n'avait plus d'électricité. Le karma est une garce, n'est-ce pas? Le lendemain, 2 policiers sont venus à ma porte. Au poste, ils n'ont rien obtenu de ma part. J'étais à une fête de quartier avec au moins 10 témoins. Ai-je dit, calme comme une huître. Mike, tu étais à seulement un pâté de maison. Tu aurais pu faire ça, a accusé un des officiers. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Prouvez-le. Quand j'en ai eu assez de leur jeu du bon flic, mauvais flic, je me suis levé. Inculpez-moi, relâchez-moi, ou j'appelle mon avocat. Nous vous relâchons, mais nous vous gardons à l'œil, ont-ils prévenu. Mentalement, j'ai coché une case sur ma liste. 1 de fait, 2 à venir. Je me suis porté volontaire pour prendre les enfants puisqu'ils ne pouvaient pas rester dans une maison sans électricité.
Les réparations prendraient au moins 2 mois, alors nous avons eu des vacances surprises ensemble. Jennifer est venue un soir chercher les enfants, son visage masqué par une colère à peine contenue. Mike, je sais que c'est toi, peu importe ce que disent les policiers, a-t-elle sifflé. J'ai feint l'innocence. Je ne sais pas de quoi tu parles. J'étais avec nos amis. Dommage que toi et Alex ne soyez plus invités. Peut-être pourrais-je dire un mot gentil, et j'ajoutai sarcastiquement. Ses yeux se sont rétrécis. Ne te donne pas la peine, on n'irait même pas s'il nous suppliait. Eh bien, vous avez l'un et l'autre et c'est tout ce qui compte, pour l'instant, ai-je répondu avec un sourire narquois. Que veux-tu dire par là? A-t-elle demandé, les yeux écarquillés. J'ai haussé les épaules. Rien, juste que vous avez de la chance de vous avoir l'un et l'autre. Cette fois, je n'ai pas pris la peine de cacher mon sourire. Les enfants passaient plus de temps avec moi, ce qui ne plaisait ni à Jennifer ni à Alex. J'ai entendu parler de disputes entre Alex et les enfants, ces derniers lui disant qu'il n'était pas leur père. Jennifer m'a dit d'arrêter de semer la zizanie. Jennifer, je ne dis pas de mal de toi aux enfants. Tu es leur mère, et je leur ai dit qu'ils doivent t'écouter, ai-je dit sur la défensive. Et Alex? A-t-elle exigé. J'ai ri. Lui? C'est un idiot traître qui a de la chance d'être en vie. Mis à part ça, c'est un type assez sympa. Si les regards pouvaient tuer, j'aurais été 6 pieds sous terre. Il est bon pour tes enfants, arrête de le critiquer devant eux, a-t-elle averti. Ça n'arrivera pas. Il ne représente rien pour moi, et je prie pour pouvoir un jour pisser sur sa tombe. Elle m'a lancé un regard mortel. Mike, je te préviens. Je l'ai coupé. Qu'est-ce que tu vas faire, Jennifer? Me tromper? Me divorcer? Me mettre en prison? Me pourrir la vie? Oh attends, tu as déjà fait tout ça. Tu ne peux rien me faire de plus. Retourne auprès de ton mari et laisse-moi tranquille. Sans un mot de plus, elle s'est éloignée furieuse. Je l'ai regardée partir, secouant la tête. Et dire que je l'ai aimée autrefois. Le travail se passait bien. Il m'a fallu seulement quelques semaines pour retrouver mon rythme. Chris m'a vite poussé à reprendre 4 comptes supplémentaires. Sans enfant ni personne d'autre à la maison, j'avais le temps. Après avoir contacté les clients, j'ai planifié des voyages de 2 jours dans chaque établissement pour me familiariser avec leurs opérations. 3 comptes étaient faciles, mais TW Incorporated était différent. Ils changeaient leur processus de fabrication, nécessitant des voyages mensuels pour suivre le rythme. La personne assignée était compétente, mais désorganisée et arrogante lorsque je demandais les données nécessaires. Chris, si je n'obtiens pas ce dont nous avons besoin, cela perturbera leur système, me suis-je plaint à mon patron. Après 2 appels, j'ai obtenu un intermédiaire entre l'ingénieur et moi. À partir de ce moment-là, j'ai rencontré Monica, qui travaillait directement avec l'ingénieur, Steve. Monica Bradley s'est-elle présentée en me serrant la main. Elle avait un diplôme en génie des procédés et travaillait dans l'entreprise depuis environ 5 ans. Nous avons bien travaillé ensemble, et elle m'a fourni tout ce dont j'avais besoin. 2 semaines avant la fin de la première phase, j'ai décidé de tenter ma chance. Monica, j'aimerais vous inviter, vous et votre mari, à dîner pour vous remercier. L'Hilton où je loge a un excellent restaurant. Ça vous dit à 6 heures? Nous nous sommes serrés la main et j'ai quitté l'usine vers 16h30. Après avoir rattrapé mon retard sur la paperasse et les emails, je me suis dirigé vers le restaurant. À 6 heures, Monica est arrivée seule. Où est votre mari? Ai-je demandé, perplexe. Il gare la voiture, a-t-elle répondu avec un léger sourire. Puis elle a lâché une bombe. Mike, je ne suis pas marié. J'ai cligné des yeux de surprise. Désolé. J'ai supposé, ai-je dit, remarquant les bagues à sa main. Elle a ri. Je porte ces bagues pour rester professionnelle. Personne ne drague une femme mariée, évitant ainsi les problèmes de harcèlement. De plus, les personnes mariées semblent être promues plus rapidement. Je suppose que c'est parce qu'elles semblent plus stables. Comment gérez-vous les événements de l'entreprise? Ai-je demandé, intrigué. Je dis simplement qu'il est en déplacement ou quelque chose du genre.
Il ne pose plus de questions. Tu m'as bien eu, j'ai admis. Nous avons passé une merveilleuse soirée et à la fin, je me suis retrouvé à partager les moments forts de mes 2 dernières années. Je n'arrive pas à croire qu'ils t'ont fait ça. C'est vraiment nul, a dit Monica avec sympathie. J'ai haussé les épaules. Tu peux parler. Mais c'est du passé et je continue ma vie. Mike, tu es jeune et beaucoup de femmes aimeraient un gars comme toi, dit-elle en souriant et rougissant. Tu as sûrement raison, mais je n'ai pas eu le temps ni l'ambition de sortir à nouveau. Je reste prudent. Eh bien, c'est toi qui m'as invité, non ? Taquina-t-elle. Toi et ton mari, ai-je corrigé avec un sourire. Si je n'avais pas été marié, est-ce que tu m'aurais quand même invité ? Demanda-t-elle avec audace. J'ai réfléchi un instant. Probablement. Tu es facile à parler et pas une pauvre cloche comme mon par exemple. Elle a ri. Je prends ça comme un compliment. Le dîner s'est bien passé. Je suis parti le lendemain et ne reviendrai pas avant un mois. Je lui ai demandé de m'appeler chaque semaine, surtout en cas de besoin. Je me sentais de plus en plus à l'aise avec les femmes, même celles en dehors de mon cercle proche. Nous sortions la plupart des soirs lorsque je rendais visite, ce qui arrivait toutes les 2 semaines. J'avais toujours des problèmes de confiance, mais j'y travaillais. Les appels téléphoniques et les emails nous maintenaient en contact. Après quelques mois, nous avons commencé à nous embrasser et plus encore. J'étais enfin prêt à passer à l'étape suivante. Est-ce que je redeviens normal ? Me demandai-je. Lorsque Monica a dit qu'elle avait un empêchement mercredi soir, je n'y ai pas prêté attention. Nous avions eu des relations physiques le mardi et j'avais oublié de prendre des contraceptifs. Mike, planifions une soirée entière pour jeudi, dit-elle en m'embrassant au revoir. Je penserai à prendre des préservatifs jeudi. Mercredi, j'ai cherché un nouveau restaurant sur le plan de la ville. Après 6 visites, j'avais essayé tous les endroits locaux. J'ai trouvé un joli restaurant indien à environ 25 minutes et j'ai décidé de l'essayer. J'ai commandé une bière et l'assiette dégustation, prêt à me détendre. Puis j'ai entendu un rire familier et, à ma grande surprise, j'ai vu Monica avec un autre homme. Ils étaient clairement plus qu'à un premier rendez-vous, se tenant la main et riant de manière intime. Mon appétit a disparu. J'ai fini ma bière, payé et suis parti, me sentant idiot. Elle ne semblait pas en conflit, pensais-je amèrement. J'ai évité Monica le jeudi et suis allé chez McDonald's pour déjeuner. À 3 heures, elle me suivait, souriant et flirtant comme si rien ne s'était passé. « Tu as réglé ton empêchement de la nuit dernière ?» ai-je demandé de manière décontractée. « Oui, et ce soir tu es tout à moi », ronronna-t-elle. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai trouvé un restaurant indien calme et intime avec un plateau d'échantillons fabuleux. Son visage est devenu pâle. Quel type de cuisine est-ce ? De la cuisine indienne. J'y étais hier soir et j'ai vu quelqu'un que je connaissais. Quelles sont les chances, Monica ? Je n'ai jamais cligné des yeux. Mike, je peux t'expliquer, elle a commencé. Je l'ai coupé. Pas besoin. J'ai éliminé une sorcière menteuse. Je n'ai pas besoin d'une autre. Je me suis éloigné et j'ai écourté mon voyage. Après avoir ignoré 4 de ses emails, je n'en ai jamais reçu un autre. Les problèmes de confiance me hantaient toujours, et Monica ne les avait que renforcés. J'ai été réaffecté à quelqu'un d'autre, heureusement un homme. 3 mois plus tard, j'ai reçu un cadeau de Noël anticipé. Alex a été renversé par une voiture en traversant la rue. Les témoins n'ont vu qu'une voiture noire à 4 portes avec des vitres teintées qui correspondaient à ma BMW noire. Samedi soir, la police est venue chez moi. Mon voisin, Tom, a regardé alors qu'il s'approchait. « Monsieur Anderson, nous aimerions vous parler », a dit l'officier plus petit. « Bien sûr, pas de problème. Tom, je te parlerai plus tard, » ai-je dit à mon voisin. « Monsieur Anderson, possédez-vous une BMW noire 320i de 2002 » a demandé l'autre officier. « Oui, de quoi s'agit-il » ai-je répondu, plaisantant sur une contravention, mais ils n'ont pas ri. « La voiture est ici ? » Oui, elle est dans le garage. « De quoi s'agit-il » ai-je demandé à nouveau. « Monsieur,
Nous aimerions voir la voiture maintenant. J'ai ouvert le garage. Un officier a sorti un appareil photo et a commencé à prendre des photos du côté avant droit de ma voiture. Pouvez-vous expliquer ces éraflures et marques sur le pare-choc? Aucune idée. Après 8 ans, quelques éraflures sont normales. Maintenant que j'ai répondu à vos questions, que se passe-t-il et pourquoi vous intéressez-vous à ma voiture? Monsieur Anderson, il y a eu un délit de fuite hier, et les témoins ont décrit une berline noire avec des vitres teintées, comme votre voiture. Et comme 1 million d'autres en ville, ai-je répondu, agacé. Pourquoi moi? Mon numéro de plaque d'immatriculation correspondait-il ou quelqu'un m'a-t-il identifié comme le conducteur? Les témoins n'ont vu que la voiture. Eh bien, comme vous pouvez le constater, il n'y a pas de dommages importants à l'avant. Je peux expliquer où j'étais de 8h à 18h hier. Pourquoi vous en prendre à moi? Votre historique avec la victime et les menaces passées ont motivé cette visite. Merci de votre coopération. Nous allons partir. Attendez. Ai-je appelé alors qu'ils retournaient à leur voiture? Qui a été renversé? Monsieur Alexander Kelly. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Est-il mort? Non, mais il est dans un état critique. Ils sont partis et je suis rentré à l'intérieur, j'ai ouvert une bouteille de vin et j'ai commandé une pizza. J'ai mangé la plupart de la pizza et bu toute la bouteille de vin en célébration. Le quartier bourdonnait de commérages sur Alex. Certains disaient « Le gars n'a vraiment pas de chance », tandis que d'autres déclaraient « Il a eu ce qu'il méritait ». J'étais au 7e ciel. 2 jours plus tard, Alex a pris un mauvais tournant et est décédé. J'étais élégant dans un nouveau costume, avec une coupe de cheveux fraîche et des chaussures bien cirées. J'avais même fait laver et cirer ma voiture. La maison funéraire n'était pas bondée, mais il y avait beaucoup de gens dehors quand je suis arrivé. Les conversations se sont arrêtées lorsque je suis entré. Je n'ai pas signé le livre, j'ai juste marché dans l'allée. Jennifer m'a vu et avait l'air choquée. Mes enfants m'ont souri. Jennifer a essayé de m'arrêter avant que j'atteigne le cercueil, mais en vain. Dès que je suis entré, je me suis préparé. Lorsque j'ai atteint le cercueil, j'avais beaucoup de salive dans la bouche. J'ai regardé Alex allongé paisiblement et lui ai craché au visage, assez pour dégouliner sur sa chemise. Jennifer a crié, pleuré et m'a traité de tous les noms. Cette fois, j'ai affiché un sourire narquois. 2 de fait, 1 à venir, lui ai-je dit. Elle s'est figée, la peur remplaçant ses larmes. Je t'avais prévenu, ai-je dit doucement, puis je suis sorti de la maison funéraire désormais silencieuse. Au cours du mois suivant, les flics m'ont interrogé 2 fois de plus à la demande de Jennifer. Juste parce que ce n'était pas ma voiture ne signifie pas qu'ils n'étaient pas impliqués, prétendait-elle. Ils n'ont jamais attrapé le conducteur, et après quelques mois, c'était de l'histoire ancienne. Lorsque la voiture de patrouille est arrivée dans mon allée, je m'y attendais. J'ai verrouillé ma maison pendant que mes voisins me regardaient être emmenés au poste de police à nouveau. « Monsieur Anderson, connaissez-vous David Kent ?» demanda un détective, me montrant une photo. « Bien sûr, ai-je répondu. Comment connaissez-vous monsieur Kent? Je l'ai engagé pour surveiller mon ex-femme. Il a été là de temps en temps pendant environ 1 mois. J'ai repoussé la photo. Pourquoi avez-vous engagé monsieur Kent pour surveiller votre ex-femme? Depuis qu'elle est partie avec son défunt mari, elle semble avoir la poisse. Mes enfants vivent avec elle, alors j'ai engagé David pour assurer leur sécurité, surtout la nuit. Eh bien, votre ex-femme a signalé qu'elle était suivie. Elle a vu monsieur Kent plusieurs fois et nous a appelés lorsque nous l'avons attrapé. Nous avons découvert que vous l'aviez engagé, a dit sarcastiquement le détective. Monsieur Anderson, cela frôle le harcèlement et vous pourriez être inculpé si cela continue. Je veille juste sur mes enfants. Peu m'importe ce qui arrive à mon ex, mais mes enfants sont différents. Si c'est un problème, je compte sur votre département pour assurer leur sécurité. Ce n'est pas illégal, mais cela frôle les limites. Pourquoi ne parles-tu pas à ton ex et ne trouves-tu pas un arrangement? La dernière fois que j'ai essayé ça, je me suis retrouvé en prison. Ils m'ont relâché, mais m'ont prévenu qu'ils allaient me surveiller.
Ils avaient besoin d'une meilleure stratégie. Je n'ai pas payé David pour être discret. Je voulais que Jennifer le voie. Le prochain homme que j'ai engagé était encore plus remarquable, ressemblant à quelqu'un d'un film des Hells Angels. Il coûtait $30 de l'heure et travaillait 3 heures chaque 4e nuit, mais il avait l'effet que je voulais. Je voulais pousser mon ex à bout. Si elle craquait, j'aurais la garde des enfants à plein temps. Je voulais retrouver ma famille. Mike, que diable veux-tu? S'écria Jennifer, bouleversée, au téléphone. Je veux que tu t'étouffes avec ta propre salive et que tu meures, Jennifer. Elle raccrocha immédiatement, choquée. J'attendais sur mon porche lorsque la police est arrivée. Vous êtes en retard, dis-je aux agents. Jennifer portait plainte contre moi pour avoir menacé sa vie, mais j'avais déjà contacté mon avocat qui attendait au poste. Mon client n'a pas menacé son ex-femme, dit mon avocat à la police. Il a exprimé un souhait, pas une menace. Elle l'a pris comme une menace car elle est toujours suivie par des gens engagés par votre client. Il n'est pas illégal de faire surveiller quelqu'un. À moins que vous ayez un enregistrement de M. Anderson menaçant de tuer Mme Kelly, vous n'avez pas de dossier. Monsieur Anderson, pourquoi ne pas passer à autre chose? Demanda un des agents. Elle vous a quitté, ça arrive. Si elle craque et que quelqu'un est blessé, nous viendrons vous chercher. Y a-t-il un moyen de mettre fin à tout ça? Demandai-je à mon avocat. Mon client veut récupérer ses enfants. Si Madame Kelly abandonne la garde, il se retirera. C'est au tribunal de décider, répondit l'officier. Alors nous en avons fini ici, dit mon avocat, et nous sommes partis. Le dimanche matin suivant, en prenant le petit déjeuner et lisant le journal sur la terrasse, la sonnette retentit. J'ouvris la porte aux parents de Jennifer. Mike, aurais-tu une minute pour discuter? Demanda son père. Bien sûr, entrez, dis-je. Ils étaient habillés pour l'église. Puis-je vous servir une tasse de café? Non, merci. Que vous amène ici? Demandai-je. Le père de Jennifer prit la parole. Mike, nous savons que ce que notre fille a fait n'était pas correct, surtout avec toi finissant en prison. Mais elle est notre seul enfant, et nous ne voulons rien lui arriver. Écoutez, je ne cherche pas à lui faire du mal. Elle a fait de mauvais choix et en paye le prix. Je veux récupérer mes enfants. Ils sont mieux avec moi, surtout vu sa malchance actuelle. Je détesterais qu'il leur arrive quelque chose si quelque chose lui arrivait. Ils me fixèrent, incertains de quoi dire. Mike, nous allons lui parler. Mais tu sais comment elle est, dit la mère de Jennifer, essayant d'apaiser la tension. C'est là que tu te trompes. La femme que j'ai épousée n'aurait jamais trompé ou abandonné. Je ne la reconnais plus, sauf comme la mère de mes enfants. Je veux qu'elle souffre une mort horrible et douloureuse. Je ne pardonne pas et je n'oublie pas. Ils sont partis rapidement. Je pense avoir fait passer mon message. Jeudi soir, le visiteur que j'attendais est enfin arrivé. Il était un peu après 7 heures et commençait à faire sombre. Elle a dû marcher car je n'ai pas entendu de voiture. Elle a sonné à la porte. J'ai regardé par le Judas et je l'ai laissé entrer. Jennifer était déjà en colère en franchissant la porte. Je m'attendais à un appel téléphonique, mais la voir en personne était mieux. Entre, Jennifer. Tu veux boire quelque chose? De l'acide? De la ciguë sur glace? Ai-je dit en fermant la porte. Très drôle. Tu es vraiment un enfoiré? Tu le sais ça? Cracha-t-elle. J'ai rouvert la porte. Je pense que nous en avons fini ici. Sympa de ta part de passer. Passe une courte et misérable vie, ai-je dit en maintenant la porte ouverte. Je ne pars pas tant que nous n'aurons pas parlé, a-t-elle répondu en s'asseyant dans le salon. Comme tu veux, ai-je répondu en refermant la porte et en allant chercher un verre de vin. Qu'est-ce qui t'amène ici? Notre maison. Je possède toujours 50% de cet endroit, a-t-elle déclaré. Moins ce que j'ai payé depuis le divorce, lui ai-je rappelé. Je veux que cette maison soit vendue. Que faut-il faire pour faire baisser le prix? A-t-elle demandé. Un acte de Dieu. Es-tu prête à couvrir la perte avec intérêt? Ai-je répliqué. Je veux juste que tu quittes ce quartier et t'éloignes de moi, a-t-elle déclaré. Cela n'arrivera jamais, ai-je affirmé.
Tu me détestes toujours autant? A-t-elle demandé. Plus que tu ne peux l'imaginer. C'était affreux comment tout s'est passé. Mais je n'avais jamais l'intention de m'impliquer avec Alex. C'est juste arrivé, s'est-elle expliquée. Elle ne pouvait pas penser que j'étais si stupide ou naïf. N'importe quoi, Jennifer. Rien n'arrive juste comme ça à moins qu'il t'ait mis un pistolet sur la tempe. Tu es allé de ton plein gré. Était-il tellement meilleur au lit pour que tu détruises notre mariage et notre famille? Ma colère a éclaté. Ce n'était pas une question de sexe. Il avait besoin de moi. Il n'avait personne. Nous sommes tombés amoureux parce que nous avions besoin l'un de l'autre, a-t-elle dit sur la défensive. Que faisais-tu? Du bénévolat? J'avais besoin de toi. Nos enfants avaient besoin de toi. Notre mariage avait besoin de toi. Mais tu as choisi ton chiot nécessiteux plutôt que nous. Maintenant il est mort et beaucoup moins nécessiteux, ai-je rétorqué, souriant en savourant le souvenir. Mike, tu es devenu si haineux. Prendre du plaisir dans la mort de quelqu'un est malsain, l'a-t-elle réprimandé. J'aimerais dire que je me suis fait ça à moi-même, mais toi et ton amant avez joué un grand rôle. C'est une excuse facile, Mike. 60% des mariages échouent. Tous les conjoints ne passent pas leur temps à se détester, fit-elle remarquer. Je me fiche des mariages des autres, mais du mien. Combien de temps ai-je été le dindon de la farce? Demanda-t-elle. Est-ce important? Questionnai-je. Pour moi, oui. 2 mois, 3, 5? Interrogea-t-elle. Environ 5 mois. C'est arrivé une première fois par accident et j'ai failli te le dire. J'étais dévasté, révéla-t-elle calmement, semblant répéter un discours préparé. Mais tu ne me l'as pas dit. Et tu n'étais pas si dévasté que ça puisque ça a continué. Combien de fois l'as-tu baisé dans notre lit? Exigeai-je. Jamais. Je ne t'aurais pas fait ça, dit-elle en colère. Donc c'était acceptable de le faire ailleurs? Beaucoup de nos amis l'ont vu mais ne m'ont jamais rien dit. Tu as prouvé que tu n'étais pas digne de confiance, ripostai-je. Alors, où allons-nous maintenant? Cette maison est notre dernier lien, dit-elle. Et les enfants? Je ne les abandonnerai pas. Rien de ce que tu diras ne changera ça, affirmai-je. Mon esprit s'emballait. Jennifer, je ne vais pas te convaincre. Tu as obtenu la garde exclusive à cause de ce que tu m'as poussé à faire. Si je n'avais pas pété les plombs sur Alex et sa voiture, j'aurais peut-être eu une chance. Alex a eu ce qu'il méritait. Maintenant, il ne reste que nous deux. Ses yeux s'écarquillèrent. Mike, me menaces-tu? Demanda-t-elle. Moi? Priver mes enfants de leur mère? Dis-je avec sarcasme. Jamais. Mais si quelque chose devait arriver, comme une crise cardiaque, la foudre ou un accident, je veillerai à ce que les enfants se souviennent toujours de toi. Si tu as des dernières volontés, tu ferais mieux de les écrire rapidement. On ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai emprunté cette réplique à un film où un tueur à gages conseillait à sa cible de régler ses affaires. Je m'en vais, dit Jennifer en se levant. Nous avons eu 12 bonnes années. Je suis un peu désolé que ça se termine. Elle a tenté de m'embrasser sur la joue mais je l'ai repoussée, la faisant presque tomber. Ne me touche plus jamais, la prévins-je. Tu es un enfoiré, elle fut surprise. Je suis désolé, je pensais juste que, commença-t-elle. Tu pensais quoi, que tout allait bien maintenant? Tu me dégoûtes, dis-je, les yeux brûlants de colère. Désolé, dit-elle confuse et horrifiée. Ne le sois pas car moi je ne le suis pas, répliquai-je. Elle est sortie et a commencé à descendre l'allée. Au fait, tu sais ce regard que tu viens de me lancer? Alex avait le même regard juste avant que la voiture ne le percute. Dommage que je n'ai pas eu de caméra pour te le montrer, ajoutai-je. J'ai fermé la porte en regardant Jennifer courir vers sa voiture. En vérité, c'est moi qui ai allumé le feu chez Alex. 2 bouteilles de Gatorade remplies d'essence et une cigarette allumée, c'était tout ce qu'il fallait. J'ai veillé à ce que tout le monde sorte de la maison. J'espérais que les pompiers ne seraient pas alertés avant que la maison ne soit complètement embrasée. Mais bon, ce plan est tombé à l'eau. Il n'a fallu que moins de 5 minutes, de A à Z, Y compris jeter les bouteilles de Gatorade en plastique dans le bac de recyclage d'un voisin.
Je me suis excusé pour aller aux toilettes, j'ai discrètement quitté par la porte de côté et traversé les arrière-cours pour arriver derrière la maison d'Alex. Personne ne s'est même aperçu de mon absence. J'aimerais pouvoir me vanter d'être responsable de la mort d'Alex, mais je ne le peux pas. C'était juste qu'Alex était au mauvais endroit au bon moment ou simplement de la malchance pure. S'il avait regardé des deux côtés comme sa mère lui a probablement appris quand il était enfant, il serait encore en vie. Peu importe ce que je dis, Jennifer et sa famille pensent toujours que j'étais impliqué. Et d'une certaine manière, je regrette que ce ne soit pas moi. Mais je n'aurais jamais pu le faire. J'avais déjà été enfermé en prison une fois et je ne voulais jamais y retourner, surtout pas dans la prison de haute sécurité du Nord. Quoi qu'il en soit, à ce stade, Jennifer était probablement chez elle à verrouiller les portes en pensant qu'elle est la prochaine sur ma liste. Est-ce que je vais m'en prendre à elle? Pas question. Je vais juste semer des indices et des insinuations jusqu'à ce qu'elle devienne folle et que le tribunal me rende mes enfants. Cependant, je vais informer tout acheteur potentiel de l'incendiaire du quartier qui n'a toujours pas été attrapé. Vous voyez, j'aime vivre là où je suis, surtout avec mes deux enfants juste en haut de la rue. Qui sait, quand ils auront 13 ans, ils pourraient décider de vivre avec leur vieux père. Eh bien, je peux espérer. La seule bonne chose qui m'est arrivée pendant tout cela, c'est d'avoir rencontré quelqu'un avec qui je pense avoir un avenir. Elle s'appelle Hélène et travaille pour le département des corrections de l'État. J'ai dû la rencontrer la première année après ma libération pour m'assurer que je m'adaptais, que j'étais réhabilité et que tout allait bien. Hélène est dure et n'accepte pas les bêtises. Après avoir réglé les formalités, nous avons commencé à discuter et nous avons découvert que nous pourrions avoir des sentiments l'un pour l'autre. Éthiquement, Hélène ne pouvait pas sortir avec moi tant que ma période de probation n'était pas terminée, mais finalement nous avons pu sortir pour un vrai rendez-vous. Je lui ai dit que j'avais de gros problèmes de confiance et elle m'a répondu en me disant que la plupart des détenus lui mentaient d'une manière ou d'une autre. Maintenant, nous essayons tous les deux d'avancer et, dans le processus, de surmonter nos problèmes de confiance ensemble tout en apprenant à mieux nous connaître. Hélène m'a fait réfléchir à ce que je faisais depuis que Jennifer m'a quitté. Elle m'a montré que mes actions m'empêchaient d'avoir une vie réelle et des relations significatives. Elle m'a dit qu'il était temps d'avancer. Elle m'a encore convaincu en disant que si je faisais une erreur et retournais en prison, mon cul serait à elle pour en faire ce qu'elle voulait. Et, chérie, je ne souhaiterais ça même pas à mon pire ennemi, expliqua-t-elle avec un sourire qui me fit dresser les cheveux sur la nuque. Et tu sais quoi? Je la crois. Vraiment. Et quand je suis avec elle, elle rend les choses intéressantes car, aussi dure que je pense être, Hélène est une femme que je ne défierai jamais. Encore mieux, c'est de savoir au fond de mon cœur qu'elle ne me trahirait jamais non plus. Je pense que je suis enfin prêt à avancer dans ma vie et à me réouvrir à l'amour une fois de plus.